La jeune fille a sauvé un vieil homme d'un accident de voiture. De façon inattendue, il était milliardaire et la police est venue chez elle. Une histoire vraie du quotidien, tous ceux qui la regarderont pleureront. Je pensais que pour aider les autres, je devais être très bon et très riche, mais il s'avère que le plus important est de savoir si je le veux vraiment dans mon cœur. Comme la fille de l'histoire que nous allons raconter. Il n'y a qu'un cœur qui peut être ému par la douleur des autres, mais c'est elle qui a changé sa vie et celle de son entourage. Alors qu'en pensez-vous? Écoutons l'histoire. La toux de maman Élise résonnait dans la chaude matinée, résonnant depuis la chambre de l'Apton jusqu'au bout de l'allée. Ce son était si familier que personne dans le quartier n'a même pris la peine d'y prêter attention. Seule Élise sursautait toujours chaque fois qu'elle entendait maman tousser, comme un battement de cœur manquant dans sa poitrine. Le soleil du petit matin n'avait pas encore eu le temps de se lever, mais la chaleur se déversait déjà du toit en tôle ondulée sur la pension, avec des murs provisoires en contreplaqué et un sol en ciment fissuré. Si petit que les 3 enfants de maman ont dû s'esquiver. La cuisine est située à gauche de la porte où Élise se retire devant le poêle à charbon en nid d'abeille pour cuire du porridge. Sur la table en plastique ébréchée de maman se trouve un bol jaune de choucroute marinée, à côté d'un morceau de poisson salé soigneusement enveloppé dans du vieux journal. Léa, la sœur cadette d'Élise, tenant son cartable, se penche pour attacher l'épaisse ficelle usée. « Qu'avez-vous mangé pour le déjeuner aujourd'hui » demanda-t-elle, les yeux toujours rivés sur ses chaussures trempées d'eau. Élise sourit, tourna la tête et murmura « bouillie blanche aux crevettes, plus des épinards à l'eau bouillie. » « Est-ce que tu es d'accord avec Léa ?» Léa hocha la tête et marmonna au revoir à maman et à sa sœur pour aller à l'école. Dans la chambre, maman Élise était allongée sur le côté, la tête appuyée sur le turban en guise d'oreiller, les yeux mi-clos, écoutant tous les bruits du dehors. Les maladies cardiaques la tourmentent depuis près d'1 an. Il y a des moments où elle allaite jusqu'à ce que ses lèvres deviennent bleues, mais parfois elle s'assoit et regarde ses 2 enfants en disant toujours « Tant que je serai en vie, je te verrai souffrir moins. » Tout en attisant les braises jusqu'à ce qu'elles soient rouges, Élise entendit le bruit des pantoufles qui grinçaient plus près. Sans se retourner, elle savait de qui il s'agissait. Madame Renée, la voisine, est spécialisée dans le fouinage des affaires des gens. Effectivement, elle se tenait debout devant la porte de la cuisine, les mains contre le froid, la bouche marmonnant « Encore du porridge, Élise. » Oui, tu as juste l'habitude d'être pauvre. Quand tu dis que tu es pauvre, tu dois aussi savoir prendre soin de toi. Quelle fille ne s'inquiète pas de trouver un mari, s'inquiète juste de la vieille femme allongée là, haletante tout le temps, c'est aussi maman. Sa voix était volontairement aiguë pour que les maisons voisines puissent l'entendre clairement. Élise sourit faiblement, ne répondit pas, elle prit le couvercle de la marmite et retourna à la maison. Maman, réveille-toi et mange du porridge, j'ai fini de cuisiner. Sa voix devint plus petite, mais conserva toujours sa douceur familière. La mère d'Élise essayait de se souvenir. Elle s'assit mais ne put s'asseoir qu'à mi-chemin avant de tousser et de s'étouffer. Elle a dû tenir la main de sa fille pour tenir le coup. Elle regarda Élise, ses yeux contenaient quelque chose de difficile à exprimer. Élise, ne sois pas en colère contre les gens. Je suis pauvre, mais ne laisse pas la pauvreté faire de moi une mauvaise personne. Je ne m'inquiète de rien, j'espère juste que Léa et toi ne serez pas malheureux pour le reste de votre vie. Élise baissa la tête et servit le porridge dans un bol mamane fêlé. Chaque fois qu'elle regardait sa mère ainsi, son cœur lui faisait mal. Il y avait des soirs où elle entendait maman pleurer sous la moustiquaire. Elle avait peur de mourir et de mourir, laissant derrière elle 2 filles qui n'avaient pas encore grandi. Elle se dirigea vers l'armoire de respiration, où était placé le petit porte-encens en céramique. Ouvrez le couvercle, sortez un morceau de papier rose clair, c'est la facture d'hôpital impayée, le cachet rouge est clairement imprimé et doit être fermé d'urgence. Les mots en italique semblaient piquer durement les yeux d'Élise. Elle le plia et le mit dans sa chemise en soupirant. À l'extérieur de la cuisine, le poêle à charbon commençait à brûler régulièrement. Elle retourna le pot de riz, le tapota doucement contre le mur et un déclic retentit, signalant qu'il restait moins d'1 bol de riz à l'intérieur. Élise retira la ficelle et attacha l'ouverture du sac,
en sortit un peu de riz et en versa suffisamment pour un autre pot de porridge fin. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait fixé sur le mur de la maison, la corbeille à livres, son compagnon quotidien. À l'intérieur se trouvaient quelques boîtes à lunch, Élise et une petite bouteille d'eau filtrée. Elle a attaché la jambe, a changé le chapeau, puis s'est retournée et a dit à maman, « Maman, repose-toi, je vais livrer les commandes, quand je rentrerai à midi, nous mangerons du porridge avec des épinards à l'eau bouillie. » La mère hocha la tête, regardant sa fille sortir par la porte. De ce dos maigre, elle voyait clairement que la jeunesse de son enfant s'érodait de jour en jour. Elle espérait autrefois qu'Élise terminerait sa 12e année, travaillerait comme ouvrière et pourrait ensuite épouser un mari décent. Mais la maladie est arrivée de manière inattendue, brisant tous les rêves simples. La petite ruelle menant au marché est baignée de soleil matinal. Le soleil de la région centre n'est pas doux, il semble brûler la peau. Élise roulait lentement, la bouche légèrement pincée, les yeux fixés des deux côtés de la route. Les gens vendaient des légumes, du poisson et des produits séchés en appelant fort. Certaines personnes l'ont salué, d'autres l'ont pointé du doigt et lui ont chuchoté quelque chose, mais elle s'en fichait. Son esprit ne pensait qu'à deux choses en ce moment, la facture d'hôpital et le pot de riz presque vide. S'arrêtant au début de l'allée, Élise s'est arrêtée devant la maison de Madame B, spécialisée dans la cuisine de repas pour les restaurants. Madame Jeanne lui a donné un panier de nourriture et lui a dit de l'apporter chez Madame Tu sur la 5e rue. Faites attention, ne revenez pas en chercher plus. Élise baissa la tête en remerciement, remonta dans la voiture et continua le voyage. En passant le grand carrefour, le vent chaud soufflait sur mon visage. À ce moment-là, de l'autre côté de la route, il y a eu un bruit soudain de frein, le bruit d'une moto qui s'écrasait, suivi de cris. Élise sursauta et tourna la tête pour regarder en arrière. Sur l'asphalte brûlant, un homme âgé gisait recroquevillé à côté d'un scooter renversé, du sang coulant de son genou. Ses mains tremblaient et il voulait se lever, mais il n'y parvenait pas. Aux alentours, quelques passants se sont arrêtés, mais personne n'a osé s'avancer. Certaines personnes ont sorti leur téléphone et ont composé un numéro, d'autres ont pointé du doigt, mais personne n'a appelé une ambulance. Un homme a fait claquer ses lèvres, peut-être qu'il s'est évanoui en pleine rue, il s'est impliqué, être poursuivi en justice serait misérable. En entendant ces mots, Élise eut chaud. Elle a jeté le panier sur le trottoir et a traversé la rue en courant. L'homme ouvrit les yeux et ses lèvres remuèrent de manière inaudible. « Oncle, tu m'as entendu ?» Élise lui serra la main et lui toucha doucement l'épaule. Il hocha légèrement la tête, « Au secours, au secours !» Sans hésitation, Élise le releva et le reconduisit sur la route. En une fraction de seconde, il a dirigé pour éviter que la roue ne glisse sur le sol sablonneux et sec. La voiture s'est renversée et est morte, il n'a eu que le temps de pousser un cri. La voiture s'est inclinée vers la droite, la roue arrière est tombée dans le champ sec de maman, puis toute la carrosserie s'est inclinée, heurtant violemment l'herbe épaisse. Le bruit du verre brisé, le bruit du métal qui s'entrechoque, puis un silence étrange. Monsieur Laurent il s'est cogné la tête contre le cadre de la porte gauche, celle-ci a été déchirée, le sang a commencé à couler en un petit ruisseau. Tout devint flou, il ne pouvait sentir que le bruit de son cœur qui battait de manière erratique, sa respiration rapide puis il tomba dans le noir. Personne ne connaît Monsieur Laurent est tombé là. Personne ne le savait, un milliardaire qui venait de quitter son fauteuil en cuir dans la villa quelques heures auparavant gisait désormais immobile comme une mauvaise herbe au bord d'un champ. La grande voiture noire se tenait au milieu du sol sec, la poussière flottant toujours dans l'air. Le soleil est toujours aussi féroce, comme s'il voulait tout brûler. Au loin, le chemin de terre était toujours désert comme d'habitude. Parfois, seuls quelques oiseaux gazouillent sporadiquement sur les roseaux. À ce moment-là, aucun argent ne pouvait le sauver, aucun bien ne pouvait le protéger d'un malheur inattendu. Dans le silence de cette campagne, il ne lui restait qu'une chose, une vie fragile et une solitude terrifiante. Sur le siège passager, le téléphone sonne une fois puis raccroche, c'est l'assistant qui appelle. Là encore, mais il n'a pas entendu. L'écran s'allume puis s'éteint au milieu d'une scène de débris et de poussière. Les appels inquiets,
aussi sincères fussent-ils, ne parvenaient pas à le réveiller. Si rien d'étrange ne s'était produit à ce moment-là, avant de s'évanouir complètement, dans la fraction de seconde où il ouvrit les yeux pour la dernière fois, il vit un ciel bleu éclatant, un soleil éclatant et un petit cerf-volant flottant, comme un rêve d'enfant. Un jour, il était allongé au bord du champ et regardait son père travailler dur pour désherber le riz. Cette image mêlée à la douleur l'enfonça plus profondément dans maman, homme. Quelques minutes plus tard, le vent s'est à nouveau levé, des pailles sèches volaient partout et heurtaient la vitre brisée. Personne n'est venu, personne ne le savait. Une voiture de luxe en pleine campagne transformée en un objet inutile, rien de plus qu'un sac déchiré. Ce que Monsieur Laurent ce qu'il fallait à cette époque, ce n'était pas d'argent, ni de pouvoir, ni de voiture de luxe ou d'hôpitaux 5 étoiles, mais quelqu'un qui était sincèrement prêt à s'arrêter et à lui tenir la main. La froideur de cette campagne chaude et ensoleillée ne vient pas du temps, mais de l'indifférence des gens. Tout le monde a regardé, mais personne n'a sauvé. Tout le monde a soupiré, mais personne n'a agi. Et à ce moment précis, pour la première fois après de nombreuses années de vie dans une villa en bois précieux, avec des meubles japonais, assis sur une chaise de conférence dans une pièce climatisée, Monsieur Laurent comprit ce que signifie n'être rien. « Oncle, tu m'as entendu ?» Élise tremblait et secouait l'homme immobile dans la voiture renversée, au milieu du parking. Le soleil de l'après-midi tombait sur son visage, jaune vif et sec. Le sang coulant de la blessure sur son front trempait le col de sa chemise blanche. Élise était agenouillée sur un genou, ses mains étaient couvertes de poussière et la petite égratignure sanglante sur son poignet ne la dérangeait pas. Elle regarda autour d'elle, la rue était déserte, il n'y avait personne, pas d'autre voiture. Elle savait clairement que dans cet endroit, si elle n'aidait pas, il n'y aurait personne d'autre. Paniquée, elle a couru vers le carrefour voisin, où elle venait d'apercevoir un homme conduisant une charrette à 3 roues transportant du riz. Elle a crié fort, « Oncle, s'il te plaît, aide-moi !» Le 3 roues, nommé Tam, à la silhouette maigre et à la peau bronzée, s'est retourné, a vu les yeux paniqués d'Élise et a immédiatement freiné la voiture. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda mon oncle d'une voix surprise. « Il y a un accident là-bas. Je ne peux pas le porter. Pouvez-vous m'aider à l'emmener au poste médical le plus proche ?» Élise parlait d'un seul coup, sans avoir le temps de respirer. L'oncle Georges n'a pas hésité, « Allons-y, la clinique communale, non. C'est proche. » Les 2 hommes ont ramené la voiture sur le lieu de l'accident. Élise et oncle Tam ont aidé Monsieur Laurent, toujours inconscient, monta dans la voiture. Le sang avait séché sur son front, mais son visage était pâle et son pouls était étrangement faible. Élise utilisa son manteau pour lui mettre sous la tête, puis s'assit près de lui, le serrant fort pour qu'il ne vacille pas en chemin. De la poussière rouge volait partout et elle ne pouvait penser à rien d'autre, y compris au riz inachevé ou aux réprimandes de Madame Bédizième. Elle a juste prié pour qu'il soit toujours en vie. Les yeux d'Élise ne quittaient pas ce visage pâle, son cœur semblait étranglé. Environ 15 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant le portail du poste de santé communal. Le portail était petit et vieux, et la plaque signalétique était couverte de poussière. Élise saute à terre et soutient Monsieur Laurent rentre à l'intérieur. Une jeune infirmière en sortit, le visage froncé desquels vit son état. « Sœur, s'il vous plaît, aidez-le. Il a eu un accident et est inconscient depuis un moment maintenant » a dit Élise, sa main tenant constamment Monsieur Laurent. L'infirmière jeta un coup d'œil à l'homme puis à Élise, les yeux remplis de prudence. « Y a-t-il des membres de la famille ? Des documents ? » Elle a demandé. « Non, je ne sais pas qui il est. Je l'ai vu en difficulté dans la rue, je voulais juste l'amener ici pour le sauver d'abord, » a déclaré Élise, le souffle coupé. L'infirmière secoua la tête, sans proche pour confirmer, « C'est très difficile pour nous d'accepter. Si quelque chose arrive, qui sera responsable ?» Élise fut abasourdie, puis comme si elle se souvenait de quelque chose, elle fouilla dans son sac à main et en sortit une liasse de monnaie, c'était tout ce qu'elle avait accumulé dans le pot de riz. Il y a même des becs colorés, même le placenta a un goût humide. C'est l'argent que j'ai, ce n'est pas grave si ce n'est pas assez, mais s'il te plaît, aide-le,
ne le laisse pas rester là à attendre de mourir, a déclaré Élise, la voix étranglée. La sincérité dans le regard d'Élise surprit l'infirmière. Elle regarda Monsieur Laurent puis regarda Élise, acquiesça finalement. D'accord, emmène-moi aux urgences, mais tu dois signer le livret d'admission du patient. Élise a rapidement signé son nom, les mains tremblantes, elle a écrit au hasard, Nguyen Thilan, quelqu'un qu'elle connaissait. Je ne sais pas pourquoi il a fait cela, je pensais simplement que s'il n'y avait pas de nom de parent, il ne le reconnaîtrait peut-être pas. Quand Monsieur Laurent poussait à l'intérieur, Élise restait haletante dans le couloir, la sueur coulant sur son front. Elle ne s'assit pas et ne quitta pas des yeux la porte qui venait de se fermer, mais son cœur était étrangement paisible. Au moins, il avait l'espoir de vivre. Sans plus attendre, Élise quitta tranquillement la gare. Oncle Georges attendait toujours dehors, dans la cour, sans rien demander d'autre, attendant tranquillement qu'elle revienne au carrefour précédent. En rentrant chez elle, Élise eut l'impression que ses bras n'avaient plus de force, après chaque tour du vélo, j'avais l'impression qu'il y en avait des milliers de puissants accrochés au volant. Elle venait de perdre de l'argent, du temps, et était sur le point de perdre une livraison importante, mais étrangement, elle ne le regrettait pas. Au début de l'allée, c'était la fin de l'après-midi, la lumière du soleil traversait le toit, frappant les murs en tôle ondulée, aveuglant les yeux. Elle a conduit la voiture jusqu'à la maison et, juste au moment où elle atteignait la porte, elle a entendu un léger gémissement à l'intérieur. Sa mère a une crise de maman. « Maman, comment vas-tu » Élise a jeté le panier par terre et s'est précipitée pour serrer maman dans ses bras. Son visage était pâle, ses mains et ses pieds étaient froids. Léa vient d'arriver à la maison, en pleurant et en reniflant. « Grande sœur, maman a dit qu'elle avait mal à la poitrine tout l'après-midi. Je suis tellement inquiète. Je ne sais pas où tu es allée. » Élise serra maman dans ses bras en tremblant. Elle savait que cette crise cardiaque pouvait emporter maman à tout moment. « Maman, dis-moi de respirer, laisse-moi faire bouillir de l'eau tiède, je vais te frotter la poitrine, balbutia Élise en se frottant les mains et en prenant l'huile, tout en essayant d'éviter les larmes. Il ne restait plus rien dans la cuisine, à part du riz et du porridge du matin. Élise n'avait pas le temps de manger et n'avait plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Elle ne pouvait que serrer maman dans ses bras et laisser ses larmes mouiller le dos de sa chemise. La nuit, quand la douleur s'est atténuée, maman avait un sommeil intermittent. Élise était assise à côté d'elle, tenant toujours la main de maman, regardant sans vie par la petite fenêtre. Le vent nocturne soufflait à travers les tôles ondulées, produisant un craquement. Dehors, tout le quartier avait allumé les lumières et les rires résonnaient dans les maisons voisines, contrastant fortement avec l'atmosphère calme de la maison exiguë de maman et des 3 enfants d'Élise. Élise, je ne ressens aucun regret, mais je ne me sens pas heureux non plus. Elle espérait simplement secrètement que l'autre homme était toujours en vie, non pas pour lui rendre l'appareil, mais simplement parce que si c'était son parent, elle espérait aussi que quelqu'un s'arrêterait. Le moniteur de fréquence cardiaque sonnait régulièrement. Une lumière blanche et brillante enveloppait la salle de réveil, où tout était d'un blanc pur comme un long silence après une tempête. Monsieur Laurent clignote pour la première fois depuis plusieurs longs jours, maman mec. Ses paupières étaient lourdes comme des pierres, il devait utiliser toute sa volonté pour les ouvrir. Tout s'est brouillé dans les larmes. Avant de m'en rendre compte, je suis réveillé. Dieu merci. La voix faible d'un homme retentit du coin de la pièce, c'était Julien, le proche collaborateur de Monsieur Laurent. Juste après, le médecin de garde est entré rapidement, a vérifié les machines, puis s'est penché et a demandé doucement, « M'entendez-vous ? Vous souvenez-vous de votre nom ?» Il hocha légèrement la tête, la gorge sèche comme s'il n'avait pas bu une gorgée d'eau depuis un mois. Monsieur Teléa, sa voix était rauque. « Où suis-je ? Je suis à l'hôpital provincial. Il a eu un accident sur la route, mais heureusement, quelqu'un l'a emmené à temps. L'hématome dans le cerveau n'est pas trop gros. C'est sûr maintenant, a rassuré le médecin, les yeux toujours rivés sur les lectures sur l'écran du moniteur. Monsieur Laurent, j'ai essayé de tourner la tête, mes yeux se sont égarés vers le plafond et j'ai alors semblé me souvenir de quelque chose. Il dit lentement, qui m'a amené ici ?
Julien a jeté un coup d'œil au médecin et a répondu doucement, « Je ne sais pas, je sais seulement qu'il y avait une fille en chemise bleue qui conduisait un vieux vélo. Selon les premières informations, elle vous a emmené au poste de santé communal puis a disparu. » Il fronça les sourcils, « Est-ce que quelqu'un connaît son nom ?»« Non, mon oncle, » répondit le médecin. « Elle a signé un faux nom. Elle a laissé de l'argent et est partie, personne n'a pu garder son visage. » La pièce devint silencieuse, seulement le vrombissement de la machine et le clic du ventilateur de plafond au-dessus. Monsieur Laurent ferme les yeux. Des images vagues apparaissaient dans ma mémoire comme une lumière clignotant au milieu de la nuit. Des yeux, oui, à ce moment-là, maman homme, il a vu une paire d'yeux. Pas aussi lisses et beaux que les modèles du journal, mais pleins de sincérité. Ses yeux lui rappelaient au loin celui qu'il avait sauvé quand il était jeune, alors qu'il se noyait au milieu d'une rivière rurale. Ce même regard, cette même douceur silencieuse. Il ouvrit les yeux et dit à Julien, « Contactez la police provinciale, demandez-leur d'enquêter, postez des nouvelles, dites que je veux retrouver cette fille. Affichez le numéro de téléphone, offrez une récompense mais n'écrivez pas mon nom. » Julien surpris, « Pourquoi n'as-tu pas écrit ton nom ? Les gens ont besoin de savoir qui cherche à y croire. » Monsieur Laurent en regardant Julien, sa voix était toujours rauque mais déterminée, « Parce que je ne veux pas qu'on vienne me voir pour de l'argent. Tous ceux qui sont sincères viendront, peu importe qui je suis. » Un peu plus tard, la police du district est arrivée à l'hôpital pour enregistrer grossièrement l'incident. Un jeune policier a ouvert le livre et a déclaré, « Nous avons seulement été informés que le service de santé communal recevait des cas d'urgence concernant des proches inconnus. » La jeune fille a déclaré son nom comme étant Nguyen Thilan mais ne correspondait à personne, n'avait ni numéro de téléphone, ni adresse, seulement une chemise bleue et un vieux vélo. Monsieur Laurent répétant comme pour se souvenir de chaque instant, a-t-elle laissé autre chose derrière elle? Le policier secoua la tête, rien que quelques vieux billets dans un petit sac en plastique. Les personnes âgées, lorsqu'elles ont traversé de nombreux hauts et bas, ont la capacité de ressentir les petites choses que les jeunes ignorent facilement. Monsieur Laurent comprenait clairement que les gens comme cette fille ne peuvent pas attendre de la gratitude. Elle l'a fait par conscience. Après le départ de la police, il a demandé un stylo et du papier pour écrire quelques lignes avec son propre stylo. Les mains tremblaient mais chaque mot était clair, « Je recherche une fille sur un vieux vélo, en chemise bleue, qui a sauvé des personnes en détresse sur le chemin de la commune de Hung Dien. Appelez le numéro ci-dessous. » La personne qui publie le message n'a pas besoin de rendre l'appareil, elle veut juste savoir qu'elle est en vie et lui dire merci. Sous le texte se trouve la signature de l'heureux élu qui a été sauvé. Il a mis le journal dans la main de Julien, a donné le journal à une connaissance pour qu'il le distribue, « Ne me dis pas qui je suis. » Julien était sur le point de dire quelque chose, mais voyant ses yeux, elle hocha la tête. Quand Julien sortait, Monsieur Laurent restait allongé, les mains tremblantes remontant vers votre poitrine. Il fouilla dans son portefeuille et trouva la seule chose restée intacte après l'accident, dont une vieille photo jaunie. La photo montre une femme portant une chemise baba, un chapeau conique et tenant un enfant dans ses bras. Cette femme a des yeux que Monsieur Laurent jamais oubliés depuis plus de 50 ans. Maintenant, les yeux de la jeune fille dans le souvenir et les yeux qui l'ont regardé le jour de l'accident sont tellement similaires. Un sentiment étrange surgit dans son cœur, non pas d'amour, ni de gratitude ordinaire, mais le désir d'avoir une telle personne à ses côtés, sincèrement, sans condition. De l'enfance à l'âge adulte, Monsieur Laurent il avait vu tant de visages de gens, certains venaient pour le profit, d'autres pour la gloire, et elle, cette fille en chemise bleue, était la première fois qu'il ressentait de la gentillesse sans calcul. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait plus léger. La solitude est toujours constante. Cet après-midi-là, le soleil était comme un feu, les rues du village bourdonnaient du bruit des cigales et de l'adultère mêlé à la chaleur étouffante. La petite ruelle qui mène à la maison d'Élise est généralement calme, avec seulement quelques enfants nus jouant aux billes, quelques dames assises avec des éventails en bambou, regardant le ciel et se plaignant de la pluie et du soleil. Mais aujourd'hui, dès que le bruit d'un moteur de voiture est arrivé au bout de la ruelle, tout le quartier a crié, et il y a une voiture de police. Maintenant, Tikri,
court et montre du doigt. Madame Renée, elle repassait des épinards sur le porche, posa le couteau, posa ses mains sur ses hanches et regarda dehors. Bon sang, il se passe quelque chose. Ce n'est pas une voiture ordinaire, elle a même une plaque d'immatriculation provinciale. Les fenêtres de plusieurs maisons s'ouvrirent, des têtes de lapin apparurent comme des champignons après la pluie. Madame B a tiré une chaise en bois près du jardin de maman, tenant un éventail à la main, en marmonnant, « Je te l'ai déjà dit, il n'y a rien de mal avec cette fille. » Maintenant, la police arrive. La voiture blanche s'est arrêtée juste dans la ruelle devant la maison d'Élise. De la voiture, 2 personnes en uniforme de la police communale et un homme plus âgé aux cheveux blancs mais soignés descendent, appuyés sur une petite canne en ébène. Il ne dit rien, se contentant de regarder autour de lui avec des yeux calmes. Élise à ce moment-là, alors qu'elle faisait la lessive derrière la cuisine, Léa criait fort depuis l'intérieur de la maison, « Grande sœur, il y a des policiers qui viennent chez nous. » La main qui frottait la vieille chemise s'arrêta brusquement comme si un courant électrique parcourait sa colonne vertébrale. Élise resta immobile puis se releva d'un bond en s'essuyant rapidement les mains avec son pantalon. Sa mère était allongée sur le lit, se retournant légèrement et murmurant, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Élise sortit rapidement par la porte. Tout le quartier regardait, les chuchotements continuaient. « Vous voyez, j'en doute, aucune personne honnête ne ferait du vélo avec une chemise bleue déchirée et ne se mêlerait ainsi à la police. » Un policier fait un pas en avant, la voix douce, « C'est vous qui avez amené un homme âgé au poste de santé communal il y a quelques jours ?» Élise étourdie. Avant de pouvoir répondre, madame lui intervint, « Oui, ça. Je l'ai vu revenir ce jour-là, couvert de poussière, fuyant la clinique, en sueur abondamment. » Le policier lui jeta un coup d'œil puis se retourna et demanda à Élise, « Tu peux sortir un moment ? Il y a quelqu'un que tu veux voir. » Élise déglutissant difficilement, son esprit parcourut une série de possibilités, si elle avait écrit un faux nom ou si l'autre personne ne survivait pas, serait-elle arrêtée ? Les yeux de Léa la regardaient comme pour la supplier, « On ne t'arrête pas, n'est-ce pas ?» Elle inspira profondément, lui tint fermement la main, « C'est bon, reste à la maison avec maman. » Élise en sortant dans la cour, sous le soleil brûlant, Élise rencontra Monsieur Laurent, l'homme qui gisait inconscient dans sa voiture ce jour-là. Il se tenait maintenant devant elle, son visage semblait s'être quelque peu rétabli, il ne restait que quelques petits bandages sur son front. Élise baissa la tête, n'osant pas regarder droit. Elle n'aurait jamais pensé qu'un jour il viendrait chez elle. Monsieur Laurent fit un pas en avant, s'appuyant sur une canne, la voix rauque mais claire, « C'est toi qui m'as sauvé ce jour-là, qui m'as emmené au poste de santé communal, non ?» Élise leva les yeux, ses yeux rencontrèrent les siens. Elle hocha légèrement la tête, « Oui, je viens de te voir allongé sur le bord de la route. Pourtant, vous aidez toujours et payez toujours les frais d'hôpital, » a-t-il continué à demander, la voix basse. Élise il ne répondit pas, son visage était rouge de honte et de peur. Tout le quartier regardait sans ciller. Madame Renée se tenait derrière elle et murmurait, « Il a dû venir demander son argent. » BNG Monsieur Laurent se retourna vers tout le monde en prononçant chaque mot à haute voix, « Cette fille est celle qui m'a emmené à l'hôpital lorsque j'ai eu un accident. Je lui dois la vie. » L'espace a semblé se figer pendant quelques secondes, puis une agitation a éclaté comme une ruche d'abeilles, « Oh mon Dieu, a-t-il vraiment sauvé les gens? Qui est-il? Ce vieil homme parle si calmement. » Élise debout au milieu de regards à moitié surpris, à moitié méfiants. Elle ne savait pas si elle devait être heureuse ou inquiète. De l'intérieur de la maison, maman crie, « Élise, qu'est-ce qui se passe entre toi ?» Élise j'ai couru à l'intérieur pour aider maman à se relever et j'ai vu Monsieur Laurent marchant lentement vers la porte. Elle a paniqué, « Oncle, pourquoi es-tu ici ?» Il répondit doucement, « Je tiens à remercier votre famille. Sans vous, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Léa il lui tenait fermement la main, les yeux toujours rouges. La mère d'Élise s'est levée avec les mains et a parlé faiblement, « Ne lui en veux pas, elle a juste fait ce qu'elle pensait être bien. » Monsieur Laurent secoua la tête, la voix sincère, « Personne ne lui en veut. Elle m'a appris, à moi qui ai tout, que la gentillesse existe toujours, même dans les endroits les plus difficiles.
Plus personne dans le quartier n'osait intervenir. Tout le monde se tenait de loin et écoutait chaque mot comme le tonnerre frappant leur cœur. Madame Renée baissa la tête et se retira sous le porche sans dire un mot. La petite maison semble aujourd'hui éclairée par une autre sorte de lumière, non pas celle du soleil mais celle de ce qu'Élise a planté en silence depuis longtemps, la gentillesse sans attendre de réponse. La lumière du soleil traversait la petite fenêtre et tombait sur le carrelage décoloré, se reflétant sur le mur avec des traces marbrées du temps. À l'intérieur de la vieille maison en tôle ondulée, l'ambiance était tendue comme une corde de guitare. Monsieur Laurent en entrant, chaque pas lentement, le bâton en bois tapait doucement sur le sol, émettant des sons rauques au milieu de l'étrange silence. Devant lui se trouvait une vieille table en plastique bleu délavé, dont les pieds étaient légèrement enfoncés dans le sol en ciment convexe. Sur la table, il y avait une bouilloire en porcelaine avec une poignée ébréchée, à côté se trouvaient quelques vieux gobelets en plastique. Élise debout près de la porte, sa main caressait le bas de la chemise de maman. Elle était allongée sur un lit couvert, placé près du mur, le dos soutenu par un oreiller fin. Elle était si faible que le simple fait de tourner la tête la faisait halter. « Mon oncle, s'il te plaît, assieds-toi » balbutia Élise en tirant la chaise. Monsieur Laurent hocha légèrement la tête, assis sur la chaise d'en face. Il regarda autour de la petite maison, chaque détail semblait gravé dans son esprit, le ventilateur qui se balançait lentement et qui était accroché de travers au mur, le parapluie bien rapiécé accroché dans le coin et l'odeur d'humidité typique des toits en mauvais état depuis longtemps. « Buvez de l'eau, monsieur » trembla Élise en versant l'eau de la bouilloire dans un gobelet en plastique qu'elle tenait à deux mains. Monsieur Laurent le prenant, sans aucune hésitation, il posa le verre sur la table, regarda vers la femme allongée, « Bonjour, je suis la personne que ta fille a sauvée ce jour-là. » La mère d'Élise hocha légèrement la tête, « J'ai entendu ce que tu as dit mais je n'ai pas osé le croire. S'il te plaît, pardonne-moi si je suis impoli. » Monsieur Laurent sourit gentiment, secoua la tête, « Ne dis pas ça, c'est moi qui dois la gratitude. » À l'extérieur, la police communale, après avoir confirmé que tout était paisible, s'est également astucieusement retirée pour garder son propre espace. Même si les voisins se tenaient devant la fenêtre, ils se sont progressivement dispersés lorsqu'ils ont vu que rien n'avait changé comme ils le pensaient. Dans la maison, Monsieur Laurent a mis la main sur la canne, a raconté son réveil à l'hôpital. J'ai demandé qui avait mis mine là-bas, mais personne ne le savait. Ils ont juste dit qu'il y avait une fille qui roulait sur un vieux vélo en chemise bleue, sans laisser son vrai nom. Élise baissa les yeux sur ses pieds, toujours agrippés au bas de sa chemise. Vous n'êtes pas obligé de baisser la tête. Je sais qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait rendre l'appareil. L'air devint soudain un peu plus léger. Monsieur Laurent prenait une gorgée d'eau et continuait. Je pensais que je n'avais rien à regretter dans ma vie. J'avais assez d'argent, une maison et une entreprise, mais ensuite, allongé dans cette voiture renversée, sous un soleil brûlant, sans que personne ne s'arrête, j'ai réalisé que je n'étais rien. Il s'arrêta un moment comme pour réprimer ses émotions, jusqu'à ce qu'elles apparaissent. Un étranger, ne sachant pas qui je suis, pas besoin de demander, pas besoin de réfléchir, je sauve juste les gens. Élise leva la tête, ses yeux étaient rouges. Léa lui tenait fermement la main, se penchant près de moi. Pas seulement ici pour vous remercier, continua-t-il d'un ton sérieux. Je suis venu parce que je voulais faire quelque chose de réel. Toute la maison était silencieuse. La mère d'Élise fronça les sourcils, le regard inquiet. Je veux t'emmener, maman, dans un grand hôpital pour te faire soigner en ville. Il y a un très bon hôpital cardiaque. Je prendrai en charge tous les frais d'hôpital, les médicaments de maman, la nourriture et le logement. J'espère juste que tu es d'accord. Élise paniquait. Mon oncle, nous n'avons pas d'argent pour... Il leva la main pour s'arrêter. J'ai dit, je prendrai en charge toutes les dépenses, non pas parce que je te plains, mais parce que je te dois la vie. Mère Élise tremblait, ses yeux enfoncés se remplissaient de larmes. Elle se tourna vers sa fille et secoua faiblement la tête. Si vous aidez les enfants, je suis heureux. Quant à moi, je suis probablement proche du bout du monde. Monsieur Laurent, levez-vous,
Avancez lentement jusqu'au lit, posez délicatement votre main sur le tapis maman. Personne n'est près de la terre alors que son cœur est encore tourné vers le ciel. Il faut vivre pour ses enfants et pour soi-même. La pièce semblait étouffée à ce moment-là. La lumière du soleil traversait la fenêtre en biais, illuminant le visage bronzé d'Élise. Le visage est à la fois jeune et âgé de plus de 19 ans en raison d'un fardeau trop précoce. Elle se tourna vers Élise. J'ai une autre suggestion. Élise ouvrit grand les yeux, tenant toujours Léa dans ses bras. Je veux que tu étudies davantage. J'ai un centre de volontariat dans la province voisine et j'ai besoin d'un directeur, mais je ne veux pas de quelqu'un qui soit seulement bon en théorie. Je veux quelqu'un qui comprend la vie des personnes difficiles. Je pense que tu es apte. Élise était abasourdie, sa nièce n'avait pas encore fini sa terminale. Je m'occuperai de tout, des frais de scolarité, de l'hébergement, du matériel et même du temps libre pour que tu puisses prendre soin de maman et moi. Tant que tu acceptes d'étudier. Ces mots étaient comme un vent étrange soufflant sur la vieille maison, balayant plusieurs mois de moisissure et d'obscurité. Élise ne pouvait rien dire, elle regardait simplement maman, ses yeux étaient larmoyants, ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le verre d'eau et ne pouvait pas le porter à sa bouche. À ce moment-là, Élise réalise qu'elle se trouve à la frontière entre deux mondes. D'un côté, il y a le magasin de riz poussiéreux, le panier maman de couteaux de cuisine en lambeaux et le manque de loyer chaque mois. De l'autre côté se trouve une porte ouverte, ouvrant sur un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Mais dans les yeux de maman, des yeux qui n'étaient autrefois remplis que de mamans fatiguées et inquiets, soudain une étrange lumière brilla. Élise a compris qu'elle ne pouvait pas tourner le dos. La voiture noire et brillante s'est arrêtée devant le portail du complexe d'appartements de grande hauteur. La porte vitrée s'abaissa doucement, le garde se leva pour saluer solennellement et appuya sur le bouton pour ouvrir le portail automatique. Élise était assise à l'arrière de la voiture, les deux mains agrippant les sangles d'un petit sac contenant quelques vieux vêtements. Mon cœur se serra lorsque la portière de la voiture s'ouvrit. Un employé en costume baissa rapidement la tête et invita. « Élise, n'est-ce pas ?» Élise descendit, la lumière du soleil brillait sur le carrelage brillant, l'aveuglant. Elle regarda autour d'elle, confuse. Rangée droite d'arbres, petite fontaine au milieu de la cour. Tous ceux qui entrent et sortent sont bien habillés et parlent doucement. Sœur, quel genre de maison a un ascenseur séparé pour chaque pièce ? Murmura Léa en poussant avec enthousiasme en entrant dans le grand hall. La mère d'Élise sourit juste légèrement, le regard toujours surpris. L'ascenseur a emmené les 3 enfants de maman jusqu'au 12e étage. La porte s'ouvrit et devant eux se trouvait un couloir propre avec des lumières jaunes chaudes. Assistante de Monsieur Laurent donnait la clé, parlait doucement. Monsieur Loy a déjà nettoyé cet appartement. Meuble de base, ma famille peut être rassurée. Élise hocha la tête, s'inclina en remerciement, puis ouvrit doucement la porte. L'espace à l'intérieur les fit rester tous les 3 immobiles pendant un moment. Salon spacieux avec un élégant ensemble de canapés en tissu. Coin cuisine bien rangé avec réfrigérateur et cuisinière à induction brillante. Tout est différent de la vieille maison en tôle ondulée, où la lumière du soleil pénètre à travers le toit et où le vent froid souffle la nuit. Élise pas à pas, lentement à l'intérieur, elle toucha l'interrupteur de la lumière. Une lumière douce couvre toute la pièce. Elle n'osa pas s'asseoir tout de suite sur le canapé, mais resta juste à côté, les mains tremblantes. Dans la chambre, le lit est d'un blanc pur. Les rideaux se balancent doucement dans la brise climatisée. Mère Élise a été invitée à s'allonger et à se reposer, avec une infirmière de garde pour vérifier sa tension artérielle et son rythme cardiaque. Le médecin de l'hôpital international vient vous examiner sur place. Après avoir pris un moment son pouls, il dit : « Nous espérons que tant que vous suivrez le bon schéma thérapeutique, votre santé s'améliorera considérablement. » La mère d'Élise regarde le médecin, puis se tourne vers Élise, les larmes coulant. « Es-tu toujours en vie, mon enfant ?» Élise tenait fermement la main de maman. « Je ferai de mon mieux, ne t'inquiète plus. » Cet après-midi-là, Élise est conduite au bureau de Monsieur Laurent. Situé dans un immeuble de verre de grande hauteur,
surplombant Central Park. L'assistante lui a fait visiter chaque département, lui a présenté le responsable et lui a expliqué le travail de chaque département. Elle baissait la tête partout où elle allait, mémorisait chaque mot et tenait toujours fermement le petit cahier dans sa main. Une jeune fille s'approcha, la main tendue. « Élise, n'est-ce pas? Je m'appelle Claire, du service des communications. Demandez simplement si vous avez quelque chose. » Sa voix douce et ses yeux sincères ont mis Élise un peu plus à l'aise. Le soir, en rentrant à l'appartement, Élise en profitait pour laver de vieux vêtements et ranger les affaires de maman et de sa sœur. Le premier repas dans le nouvel endroit était uniquement une soupe aux choux avec de la viande et des œufs au plat, mais toute la famille a mangé comme jamais elle n'avait mangé aussi délicieusement. Léa gazouillait en mangeant. « Demain, je vais dans une nouvelle école. Peut-être que cette école a même la climatisation. » La mère d'Élise regardait son enfant et souriait en lui caressant les cheveux, les yeux toujours rouges. À la tombée de la nuit, la pièce était calme, à l'exception du bourdonnement du climatiseur. Élise s'est assise seule à son bureau, a allumé la lumière jaune, a sorti un cahier de l'entreprise et a examiné chaque page. Elle a souligné des phrases inconnues, à côté de la note « en savoir plus ». À côté, elle gardait un cahier d'étudiant pour écrire dans son journal. Les mots d'Élise sont soignés. C'est la première fois que je vois de la lumière qui ne pénètre pas à travers les fissures du toit, mais qui brille depuis la maison. C'est la première fois que j'ouvre le robinet et que je vois l'eau couler fortement, sans avoir à porter chaque bidon. Je sais que les gens ici sont habitués à ça, mais pour moi, c'est un monde différent. Elle s'arrêta d'écrire un instant puis continua d'écrire. Je ne peux pas choisir où je suis né, mais je peux choisir comment je vis au quotidien. J'apprendrai pour la santé de ma mère, pour la fierté de Léa et pour moi-même. Ne baisse plus la tête. Élise fermait doucement le cahier et rangeait-le soigneusement dans le tiroir du bureau. Elle ouvrit le placard et en sortit la chemise blanche que l'entreprise venait de lui offrir. La première fois qu'elle l'a essayée, elle a tâtonné avec chaque bouton, le col était raide et les manches étaient suffisamment longues pour toucher ses poignets, contrairement aux chemises en tissu fin qu'elle portait pour livrer ses courses. Elle se regarda dans le miroir. Une jeune fille, les cheveux attachés, les yeux un peu confus mais brillants d'une étrange lumière. Qui suis-je? Cette question persistait encore dans sa tête, mais pour la première fois, elle n'avait plus peur. À l'extérieur de la fenêtre, les lampadaires projetaient des ombres à travers les rideaux. Élise a tiré la couverture sur maman qui dormait profondément et a éteint la lumière. Elle s'allongea, les yeux mi-clos, le cœur rempli d'émotions nouvelles, aussi étranges que la vie dans laquelle elle commençait à entrer. La voiture roulait lentement sur le sentier menant au petit village. Élise était assise au fond, la main posée délicatement sur un panier en rotin rempli de fruits du pays, de galettes de riz, de thé en vrac et de quelques paquets de feuilles de riz grillées. Ce n'étaient pas des délices, mais c'étaient tous des plats qu'elle avait soigneusement sélectionnés au supermarché, spécifiquement pour le voyage de retour à l'endroit qu'elle appelait autrefois sa maison. Je veux rentrer à la maison, juste pour te dire merci. Élise parlait doucement alors que son assistant Monsieur Laurent demandait s'il est nécessaire d'informer les autorités locales à l'avance. La petite route, flanquée de buissons de bambou et de clôtures d'hibiscus familiers. Les maisons sont faites de tôles ondulées gris argentées, avec des toits en pente comme s'ils s'inclinaient avec le temps. Le vent soufflait des champs, emportant avec lui une légère odeur de riz brûlé, une odeur de souvenir. La voiture s'est arrêtée au début de l'allée, Élise en est descendue sous le regard surpris des enfants jouant au foot avec des pamplemousses séchés. « Élise » s'exclama un enfant. Élise sourit. « Oui, je vais visiter un peu ma mère et mon quartier puis repartir. » Elle marchait, portant un panier, pas à pas devant chaque maison familière. Madame Renée, comme une ombre familière, debout en face du portail d'Élise. Sa voix était douce et ses yeux cherchaient. « Oui, bonjour, j'ai un petit cadeau pour toi », Élise lui tendit le paquet de gâteaux et de sachets de thé. Madame Renée hésita, le prit dans sa main mais ne quitta jamais des yeux la jeune fille vêtue d'une chemise blanche, d'un pantalon bleu clair, les cheveux bien attachés, sans maquillage, sans fioritures, mais soignés et propres.
différent de la fille qui se baissait pour livrer de la nourriture sous le soleil brûlant de midi. « Comment vas-tu ces jours-ci » a demandé Madame Lucombe pour se couvrir. Élise a juste souri légèrement. « Oui, ma mère est soignée, il y a quelqu'un pour l'aider. » La voisine fit une pause, ses lèvres bougèrent pour demander à nouveau, mais s'arrêta ensuite. Élise, continuez votre marche en vous arrêtant devant l'ancien portail de l'école primaire. La cloche du licenciement de l'école a sonné et les élèves se sont précipités dehors comme une volée de jeunes oiseaux. Monsieur Dubois, un homme âgé aux cheveux gris, reconnaît Élise et s'approche pour lui serrer la main. « Miss Élise, n'est-ce pas ? Oh mon Dieu, c'est tellement différent maintenant. » Élise baissa la tête. « Oui, je suis toujours la même Élise d'alors. Maître, je suis ici pour demander la permission de donner à l'école des ouvrages de référence. J'espère aussi que les enfants auront autre chose à lire. Les livres sont placés dans des cartons, notamment des histoires pour enfants, des livres de compétences et quelques livres simples d'apprentissage de l'anglais. Tout est neuf, ça sent toujours le papier. Puis-je vous dire quelques mots, les gars, suggéra le directeur. Élise se tenait devant la classe de terminale, où elle s'asseyait à la dernière table parce que sa famille était pauvre et n'avait pas d'argent pour payer son trimestre plus tôt. Elle étudiait ici et était considérée comme incapable d'exceller. Élise ouvrit la bouche, regardant le groupe d'étudiants qui regardaient avec les yeux écarquillés. Mais elle a ensuite compris que personne n'a le droit de décider de sa vie simplement en raison de son origine. Si vous savez étudier et faire de gros efforts, alors demain chacun de vous aura son propre chemin, pas besoin d'être comme les autres. Une étudiante, aux cheveux courts et bien coupés, leva timidement la main. Mademoiselle Élise, avez-vous peur que votre famille soit pauvre ? Élise resta silencieuse un moment, puis elle hocha la tête. J'ai peur. J'ai peur que ma mère tombe malade et n'ait pas d'argent pour acheter des médicaments. J'ai peur que ma sœur ne puisse pas étudier. Mais je n'abandonnerai pas. Les enfants se turent, puis des applaudissements retentirent, mêlés de regards innocents et admiratifs. Dans l'après-midi, Élise s'est arrêtée au vieux marché pour acheter de la sauce de poisson pour maman, celle que maman assaisonne souvent dans la soupe de pommes de terre. Les commerçants ricanaient, mais cette fois il n'y avait pas de sarcasme. Peut-être avait-il entendu dire qu'Élise avait sauvé un grand type, mais Élise s'en fichait. Elle baissa simplement la tête et demanda le prix de chaque article, comme lorsqu'elle travaillait à temps partiel. Alors que la voiture quittait le petit hameau, Élise regarda la petite ruelle, la terrasse du café et le toit incliné. Tout est encore vieux, seuls les cœurs semblent s'être adoucis. Dans la voiture, assistant Monsieur Laurent donne le téléphone. Mademoiselle Élise, le bureau a envoyé le calendrier de l'Assemblée des actionnaires la semaine prochaine. Vous êtes la candidate au poste de co-gérante d'une des succursales bénévoles. Élise hocha légèrement la tête, sans rien dire. Ses yeux regardaient par la fenêtre, où le soleil de l'après-midi teintait progressivement la vieille route derrière, vers la clôture de l'école primaire, le directeur toujours debout et surveillant la voiture. Le vent soufflait doucement, faisant légèrement flotter sa chemise. Cette fille, murmura-t-il, la voix rauque, elle devrait vraiment être un exemple. La salle de réunion du 12e étage est à la fois grande et froide. Les murs en verre transparent ouvrent une vue sur la ville au loin. La lumière du soleil du matin scintille sur chaque toit de tuiles rouges. Sur la table de conférence ovale, les chefs de département étaient assis, bien habillés, coiffés avec soin. L'odeur du parfum flottait. À chaque mouvement, Élise entra avec hésitation mais ne baissait pas la tête. Elle portait une chemise blanche, une jupe noire jusqu'aux genoux, ses cheveux attachés en chignon bas et sa main tenant un épais cahier. Les yeux de nombreuses personnes la balayèrent aussi rapidement qu'un couteau froid. Pas de salutation, pas de sourire forcé, assistant Monsieur Laurent lui a sorti une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir au bout de la table. Écoute, c'est Élise. Il parlait doucement, comme s'il prédisait que quelque chose allait arriver. Une voix d'homme retentit du bout de la table. Élise, lève les yeux. Élise leva les yeux. La personne qui a pris la parole était Monsieur Trung, le directeur adjoint de l'entreprise. Un homme d'une cinquantaine d'années,
aux cheveux tombants, aux lunettes fines, à la voix claire et arrogante. Je veux vous demander, êtes-vous le représentant de la branche bénévole? Dit Monsieur Morel en regardant toujours la tablette. Oui, je suis stagiaire et je serai en charge du groupe de soutien communautaire du Sud. Élise répondit d'une voix douce mais claire. Ici, sachez qu'il n'y a pas besoin de mots émotionnels. Notre entreprise fonctionne par chiffres et par plan, pas par émotion personnelle. Monsieur Morel ferma son ordinateur et la regarda droit dans les yeux. Je crains que les gens qui ne vont pas à l'école et n'ont aucune expérience en gestion ne devraient pas s'asseoir dans cette salle de réunion. L'air est tombé. En se regardant, les autres baissaient la tête et faisaient semblant de se concentrer sur les journaux. Élise restait assise, elle entendait clairement son cœur battre, la sueur s'infiltrait sous le dos de sa chemise, mais ses mains tenaient toujours fermement le cahier. Je veux juste écouter et apprendre de tout le monde, a-t-elle répondu, les yeux dirigés vers Monsieur Trung, mais sans confrontation. Personne n'a rien dit de plus, la réunion s'est poursuivie comme si de rien n'était. Les gens présentent des rapports sur les revenus, des analyses de marché et des objectifs trimestriels. Elle ne parlait pas, mais elle enregistrait chaque ton, depuis la disposition de la présentation jusqu'au langage utilisé dans le procès-verbal, chaque écriture inclinée montrant clairement son attention. Une fois la réunion terminée, tout le monde est parti un à un, certaines personnes sont passées devant elle sans lui dire bonjour. Assistant Monsieur Laurent toujours assis, tenant un verre d'eau et sirotant une gorgée. C'est bon, dit-elle à son oreille. Faites simplement de votre mieux, votre silence rend parfois les autres plus confus que votre forte réaction. Élise sourit en mettant tranquillement le cahier dans sa poche. Elle sait qu'aujourd'hui est la première leçon de l'intervention, non seulement pour changer de position, mais aussi pour changer la façon de faire face. À midi, alors qu'elle retournait au petit bureau du service charité, Élise aperçut un paquet de ficelles marron sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un vieux livre intitulé « Leadership with Kind ». La couverture du livre est un peu terne, mais chaque page est soigneusement plastifiée avec du plastique. Pas de cadeau, pas de nom de l'expéditeur. Élise touchait la couverture du livre en frottant légèrement vos doigts sur chaque ligne imprimée. Elle ouvrit la première page et tomba sur un extrait. Les gens n'ont pas besoin de crier fort pour être entendus mais doivent persévérer pour que les autres puissent regarder en arrière par eux-mêmes. Cette nuit-là, dans le petit appartement, pendant que maman dormait profondément après la séance de soins et que Léa faisait ses devoirs dans la pièce voisine, Élise alluma la lampe du bureau et ouvrit le vieux journal. Elle a écrit lentement et prudemment, « La personne qui ne croit pas en moi est aussi la personne qui m'apprend à avoir confiance. Je n'ai pas encore fini mes études, je ne suis pas assez bonne, mais personne ne m'interdit d'étudier tous les jours. Tant que je vis une vie décente, je n'ai pas besoin d'avoir peur des mots cruels. » Elle s'arrêta un instant, puis écrivit une autre ligne, « Tant que je ne réagis pas, j'ai toujours le droit de choisir de répondre par l'action. » Au coin de la table, le livre était toujours là. Une légère brise soufflait par la fenêtre entr'ouverte, transportant de loin le bruit des klaxons des voitures, lui rappelant que cette ville ne fonctionnait toujours pour personne, et que si les gens comme elle n'avançaient pas, ils seraient emportés. Par un doux matin, avant que le soleil n'ait eu le temps de pénétrer à travers la grande vitre, Élise était déjà dans l'entreprise. Elle portait une chemise blanche, une simple jupe noire et ses cheveux soigneusement attachés sur la nuque. Même si je m'habitue au nouveau rythme de vie, mes pas sont encore un peu hésitants à chaque fois que j'entre dans le couloir du bureau. Bonjour Élise. Un employé de la cafétéria a été surpris de voir Élise passer acheter un verre de jus de haricots verts. Oh, est-ce que tu bois de l'eau ici aussi? Élise sourit. Où puis-je le boire? Notre endroit est propre et à bon goût. La vieille femme, qui était une personne douce, rougit soudain. Je pensais que les gens qui travaillaient comme patrons prenaient leur propre verre. Élise n'a rien dit de plus, a juste souri et a demandé quelques petites choses à Anne. Comment t'appelles-tu, où habites-tu, à quelle heure commences-tu ton quart du matin? Quelques questions simples, mais la personne posée a le sentiment d'être vue et reconnue. En chemin vers le bureau, Élise n'a pas oublié de saluer l'agent de sécurité qui nettoyait assidûment les escaliers. Bonjour, oncle B, dit-elle clairement.
L'homme leva les yeux, hocha la tête en réponse, ses yeux brillants d'un peu de fierté difficile à cacher. Encore empreintes des plis de la route de campagne, les sandales en plastique étaient usées. « Avez-vous déjà pris rendez-vous » demanda légèrement l'agent de sécurité. « Si je ne t'ai pas, allons-y. Je suis à la campagne et j'ai entendu dire qu'Élise travaille ici. » L'agent de sécurité hésita. Pendant ce temps, un employé de passage a accidentellement reconnu la femme. « Mon oncle, tu vis dans la ville natale d'Élisa ?» Elle hocha la tête. « Je suis Madame Lu, sa vieille voisine. J'ai apporté un gâteau et je voulais le lui donner, et aussi lui présenter mes excuses. » La nouvelle de l'arrivée de Madame Lu de la campagne s'est rapidement répandue dans tout le bureau. Élise entendit la nouvelle, fut brièvement surprise, puis hocha la tête et descendit rapidement pour le saluer. Ses pas n'étaient pas précipités, mais son cœur avait l'impression que quelque chose tremblait. La porte vitrée s'ouvrit, Élise sourit. « Bonjour mon oncle. » Madame Renée en regardant la jeune fille vêtue d'une chemise blanche, les cheveux relevés, son visage était toujours aussi doux qu'avant, la seule différence était que ses yeux avaient maintenant une ferme confiance. « Oh mon Dieu, tu es vraiment Élise. Honnêtement, venir ici me fait y croire, venir ici me met dans l'embarras. » dit Madame Renée en sortant confusément un mouchoir de sa poche pour essuyer ses larmes. « J'avais l'habitude de parler durement à mon enfant, je lui disais qu'il était pauvre, puis je m'énervais. Maintenant, je le vois à la télévision et je le vois parler lors d'une grande conférence. Je suis tellement gêné que j'ai envie de m'enterrer. » Élise, j'ai doucement ramassé le panier à gâteaux. « Si vous montez, je suis content. Nous sommes toujours en bonne santé, nous pouvons toujours nous parler et nous avons encore une chance de nous comprendre. » Madame Renée regardant autour d'eux, plusieurs employés se tenaient à proximité et témoignaient silencieusement. À leurs yeux, Élise n'est plus seulement une personnalité désignée mais quelqu'un qui a le don de faire ralentir les autres et de regarder dans leur cœur. Élise a invité tout le groupe, dont Madame Lu, ancienne conductrice de taxi-moto, et la vendeuse de poissons du marché, au salon du personnel. Elle a personnellement versé du thé et ouvert chaque gâteau parfumé. Je me souviens encore de l'odeur du ban nam de ma ville natale. Quand j'étais très pauvre, je passais souvent devant chez toi quand j'avais faim et j'avais envie de cette odeur. Toute la salle a ri, Madame Lu se sentait triste. Mais à ce moment-là, nous avons juste ri en pensant que cette fille pouvait être bonne. Élise leva la tête, sa voix était lente, ce n'est pas honteux d'être pauvre, c'est seulement honteux quand tu utilises ta bouche pour marcher sur ceux qui sont plus pauvres que toi. Tout le monde était silencieux. L'atmosphère n'était pas lourde, juste profonde. Madame Renée se leva et s'inclina, « Laissez-moi m'excuser comme il se doit, et m'excuser auprès de toute votre famille. » Élise prend son bras. « Asseyez-vous, tout le monde ici a été incompris, je ne vous en veux pas. » Cette histoire était si simple, mais lorsqu'elle est arrivée au marché du village, elle est devenue une grande nouvelle. Élise n'a pas oublié son quartier, j'ai entendu dire qu'elle avait fait don de livres à cette école du village. Cette petite fille souffrait en silence, mais qui aurait pu espérer accomplir quelque chose. Au coin du marché, un vendeur de Banbeo en a parlé à un groupe de clients en train de prendre leur petit déjeuner. C'est vrai, être pauvre n'est pas un crime, le crime c'est de se moquer des gens quand ils sont pauvres. Dans un café près de l'école du village, un faux professeur du passé lisait une lettre manuscrite d'un élève de 4e année. J'aimerais qu'à l'avenir je puisse aider quelqu'un comme Élise. Je ne me moquerai pas des pauvres parce que j'ai peur de ne pas être aussi bon qu'elle. Le professeur plia la lettre, les yeux rouges. Cet après-midi-là, au bureau de l'entreprise, Élise était assise seule à son bureau. Elle ouvrit un petit tiroir, en sortit un bâton d'encens et l'alluma dans une coupe en argile. La douce odeur de l'encens la ramena à ses souvenirs. « Papa, dit-elle doucement, dans mon cœur, je vis toujours exactement comme tu me l'as dit. Même si j'ai de l'argent et une position, je ne dois jamais oublier que je suis un être humain. Je ne déteste personne qui s'est moqué de moi. Je veux juste vivre d'une manière dont les gens se souviendront pour le bien. » Dans le couloir, un employé qui passait s'est arrêté brusquement. « Élise, je vois une lettre sur la table. »
Élise se retourna et aperçut une enveloppe cachetée de couleur crème avec un sceau rouge. Elle l'ouvrit et lut lentement chaque mot. Il s'agit d'une invitation officielle du conseil d'administration. Il voulait qu'elle se présente au poste de vice-présidente des ressources humaines et de la communauté. Élise reposa la lettre, calme. Elle n'a pas sauté de joie, ni fondu en larmes. Elle a juste souri doucement, le sourire de quelqu'un qui connaît clairement le chemin sur lequel elle se trouve. Et puis, elle s'est tournée vers la table voisine et a recopié quelques lignes dans son cahier. Les grandes choses ne commencent pas par de grandes choses, elles commencent par le fait que nous osions faire de petites choses avec gentillesse ou non. Élise maman, je peux y aller maintenant. Un appel tremblant mais clair retentit de la cuisine, faisant sursauter Élise dans la pièce et laissant tomber le stylo qu'elle tenait à la main. Elle se précipita dehors, son cœur battant comme s'il était sur le point de sortir de sa poitrine. Ce qui a attiré son attention, c'est la silhouette de maman debout, sans avoir besoin de s'appuyer sur la chaise et sans le bâton familier auquel s'accrocher. L'odeur parfumée du riz blanc provenant du cuiseur Harry flottait dans la jolie petite cuisine, où pendant tant de mois, maman ne pouvait que s'asseoir et regarder ses deux enfants se débrouiller. Mais aujourd'hui, cette femme est seule, tenant le patch dans sa main tremblante, souriant aussi finement qu'un rayon de soleil. Maman, tu peux vraiment y aller maintenant? Élise s'étrangla, les larmes lui montant aux yeux. Vraiment, maman vient d'aller à la cuisine sans que personne ne l'aide. Regarde, maman se tient très fermement. Répondit-elle, les yeux pétillants, la voix toujours teintée de surprise envers elle-même. Léa, la petite sœur, sort en courant de la chambre et serre maman dans ses bras. Les trois se sont embrassés et ont pleuré, mais personne n'a eu le temps d'essuyer les larmes des autres. Cet après-midi-là, tout l'appartement semblait inondé d'une lumière très différente, pas seulement la lumière du soleil qui traversait la fenêtre, mais une sorte de lumière irradiant de l'intérieur, la joie. Élise a servi le repas de pleine lune pour la première fois depuis son retour en ville. Elle disposa ainsi un plateau plein de riz, une assiette de tofu braisé à l'eau de coco, un bol de soupe d'épinards aux champignons, une assiette de cornichons marinés que maman rapportait du temps où elle était encore à la campagne. Maman et ses enfants étaient assis autour de la table, leurs baguettes tapotant légèrement leur bol, faisant un bruit de cloche qui sonne en plein après-midi. Le petit autel dans le coin de la maison était rempli de fumée d'encens, une photo du père d'Élise y était solennellement posée, le doux sourire toujours le même. Élise restait silencieux un instant en allumant de l'encens pour votre père. Papa, maman peut y aller maintenant, notre maison va bien. Bah. La mère d'Élise caresse doucement le dos de son enfant. Si ton père te voyait comme toi, il serait très heureux. Maman pensait qu'elle resterait allongée pour toujours, incapable de se lever, mais qui l'aurait cru? Élise regarda maman, sa sœur, puis la chambre propre et soignée qui l'entourait. Après de nombreuses années de difficultés, je ressens désormais un après-midi paisible et sans souci. Elle pensait aux fois où elle transportait du porridge au marché, aux nuits où elle restait éveillée à attendre que maman respire, et aux mots que les gens murmuraient sur la pauvreté qui tuait leur famille. Tout cela ressemble à un long rêve, qui dérive désormais vers le passé. Après le dîner, quand maman se couchait pour se reposer, Élise s'asseyait sur le balcon avec sa sœur. La ville s'illumine, les rangées de voitures s'alignent comme un ruisseau qui coule continuellement sous leurs pieds. Léa se tourna et demanda doucement, « Et ma sœur, on retourne à l'école demain, non ?» Élise lui tapota la tête. « Oui, je vais à l'école demain, et toi, je suppose, tu dois préparer un voyage en Occident avec oncle Loi. »« Sérieusement, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Léa. « Oncle Loi a dit qu'il m'emmènerait inspecter certaines zones difficiles. Je construirai une maison de charité comme j'espérais autrefois que quelqu'un m'aiderait. Maintenant, je vais à nouveau aider. » Léa acquiesça, les yeux pétillants. « Élise est grande, tu viendras avec moi aussi. » Élise Harry n'a pas répondu. « Je sais que tant que tu peux garder ce cœur pur, ce sera mieux que beaucoup de choses. » Ce soir-là, alors que tout le monde dormait, Élise ouvrit un tiroir et en sortit un petit cahier au dos usé. C'était le cahier qu'elle avait porté avec elle tout au long de ses années de lycée,
enregistrant chaque petit rêve pendant ses moments les plus chaotiques. La première page présente encore ses traits de stylo à billes inclinées d'origine. Le rêve, c'est de faire du bien aux autres, de vivre sans honte, d'aider maman à se remettre de sa maladie et d'emmener Léa à l'école. Élise le relut, la gorge nouée. Elle avait oublié qu'elle avait déjà écrit comme ça. Maintenant, tout est presque devenu réalité. Maman se remet, Léa suit une bonne éducation. Elle se tient au milieu d'un endroit qui était autrefois un rêve hors de portée, mais qui est désormais bien réel. Un flot de pensées affluait dans le cœur d'Élise, aussi léger qu'une respiration. La vie ne choisit pas une ligne de départ équitable pour vous, mais vous choisissez comment marcher. Élise remit le cahier dans le tiroir. Elle resta longtemps assise à son bureau, ouvrit l'ordinateur et commença à lire les documents envoyés par oncle Loa, le plan de soutien aux quartiers pauvres. Elle voulait que cette fois non seulement elle suive, elle voulait donner des suggestions et contribuer. Le téléphone sur la table s'est soudainement allumé, un SMS de l'oncle Loa, « Julien, nous descendrons à Ben TR plus tard, prépare-toi, tu entendras beaucoup d'histoires des gens. Pense à apporter des pantoufles au champ. » Élise fit sourire. Elle a répondu, « J'ai aussi apporté un chapeau conique, au cas où il ferait beau. » Posant le téléphone, Élise s'étira et regarda à travers la vitre. Dehors, la ville était toujours lumineuse, mais à l'intérieur, elle avait aussi un autre type de lumière qui brillait, beaucoup plus douce et chaude. Elle se leva, versa un verre d'eau tiède et le posa sur la table de maman. Ajustait la couverture pour Léa, puis éteignait la lumière et fermait la porte. Cette nuit-là, elle dormit profondément, pour la première fois de sa vie, sans faire de rêve de panique. Parce que c'est le plus beau rêve qu'elle puisse vivre. Savez-vous pourquoi les gens riches sont toujours malheureux? Monsieur Laurent demanda en regardant au loin la rivière Cauchien scintillante de la lumière du soleil du matin. Le petit bateau en bois transportant 2 personnes, traversant les vagues, glissait lentement devant des maisons précaires sur radeau, se rapprochant les unes des autres comme un bidonville flottant sur l'eau. Élise, asseyez-vous à côté de moi et réfléchissez silencieusement. Elle ne savait pas comment répondre correctement, alors elle secoua légèrement la tête. Monsieur Laurent la regarda en souriant doucement. Parce qu'il y a des souffrances qui ne résident pas dans un estomac vide mais dans un cœur froid. Si vous êtes riche mais que vous ne savez pas donner à personne, que vous ne savez pas voir les autres souffrir, alors vous ne vivrez que dans une ombre. Le bateau a accosté à un petit quai, où plusieurs enfants nus sautaient dans la rivière pour jouer. Le rire était clair, mais sur le rivage il y avait des yeux hésitants. Une femme maman, âgée d'une 30aine d'années, attendait avec son enfant dans les bras. Elle s'appelle Sophie, elle a élevé 4 jeunes enfants. Après le départ de son mari, elle a gagné sa vie comme pêcheuse salariée. Sa maison n'a pas de porte, juste quelques tôles ondulées assemblées, l'eau de la rivière inonde chaque fois qu'il pleut beaucoup. Élise fait une pause en montant sur le pont de Singe-Couvert. Ses jambes tremblaient parce qu'elle n'était pas habituée à garder son équilibre. Un garçon de 6 ans a couru pour lui tenir la main et lui a dit à voix basse, « Vas-y doucement, le pont est très faible. » Élise sourit, le remercia et serra doucement la main du garçon comme pour gagner un peu de confiance. À l'intérieur de la maison exiguë, Sophie a posé l'unique bouteille d'eau filtrée sur une vieille table en bois. « Nous sommes très pauvres, professeur. Les enfants n'ont pas de sandales pour aller à l'école, leurs livres sont tout mouillés, mais ils aiment tellement étudier qu'ils n'arrêtent pas de demander à leur mère de les laisser aller à l'école. » Élise, en regardant autour de moi, mon cœur s'est serré. Elle ouvrit le cahier et nota chaque ligne, la priorité c'est d'avoir une petite école, de construire un toit en tôle ondulée anti-inondation, d'avoir des tables, des chaises, des livres. En quittant le quartier, Monsieur Laurent, arrêtez-vous dans un petit restaurant en bord de route et commandez un verre d'eau. Il posa sa main sur le verre d'eau et dit doucement, « Élise, tu as demandé hier si donner de l'argent était suffisant. Maintenant tu vois, l'argent n'est pas mal mais pas suffisant. Le plus important est de leur faire croire qu'eux aussi méritent de vivre une vie décente. » Élise hocha la tête, le visage sérieux. Dans son cœur, quelque chose a changé. Il ne s'agit plus du sentiment initial de savoir qu'on a été aidé, mais d'une nouvelle envie, aider les autres à voler de leurs propres ailes.
Le soir, de retour à l'appartement, Élise se lave le visage, change de vêtements et s'assied à son bureau. Elle a allumé le téléphone et a écrit un plan accroché dans la chambre, installation d'une école communautaire dans la commune de Vinlois, Ben-TRE. Nécessite 500 mètres carrés de terrain, 2 toits en tôle ondulée résistant à la chaleur, 3 ensembles de tables et de chaises en bois, 4 bibliothèques et un enseignant bénévole. 1 heure plus tard, elle se tenait devant le balcon, regardant les lumières de la ville. Monsieur Laurent appela, sa voix était basse et lente, « Tu n'as plus beaucoup besoin de moi. Désormais tu suivras ton propre chemin. » Élise était silencieuse, les yeux remplis de larmes, non pas parce qu'elle était triste mais parce qu'elle avait l'impression qu'on venait de lui confier un ambassadeur Maman. Le lendemain, elle a envoyé le plan au service des ressources humaines, en indiquant clairement l'objectif, les coûts et la feuille de route. Tout le monde était surpris, mais personne ne s'y opposait. Assistant Monsieur Laurent après l'avoir lu, il n'a prononcé qu'une seule phrase, « Il a eu raison de te choisir ». Élise a commencé à passer ses après-midi à discuter avec des groupes de bénévoles, à apprendre à gérer des budgets, à contrôler la construction et à trouver de petites subventions auprès d'amis et de collègues. Chaque soir, elle appelait maman et lui racontait tout comme une enfant avec de bonnes notes. 1 semaine plus tard, elle retourna dans cette campagne. Cette fois-ci, ce n'était plus celui qui faisait l'enquête mais celui qui venait commencer les travaux sur le hameau. Lui serrant la main, les yeux pétillants. « Madame Élise, les gens ici, n'oublieront jamais. » Élise, les enfants appellent cet endroit Chef Élise. Élise baissa la tête et ne dit rien. Dans son cœur, le nom n'est pas aussi important que le fait que ses enfants auront un endroit pour étudier et auront d'autres rêves que le pont de Singe et la rivière boueuse. Cette nuit-là, alors que tout était calme, elle s'assit à côté de son vieux cahier et retourna les mots « rêve de faire de bonnes choses pour les autres ». Ci-dessous, elle a ajouté « Aujourd'hui, j'ai l'impression que je commence à vivre comme ça ». Ce matin-là, le ciel était clair, des nuages blancs flottaient sur le ciel bleu pâle, comme la haut des vieilles écolières. Sur le chemin de terre rouge menant à l'ancien petit hameau, une nouvelle enseigne a été érigée, se détachant devant le portail du grand terrain rénové à partir de l'ancienne cour d'école, centre d'apprentissage et de revitalisation communautaire, campus Élise-Lois. En dessous, on peut lire en lettres plus petites mais en gras, des humanités pour une génération non laissée pour compte. Élise se tient à côté de Monsieur Laurent, ses cheveux sont soigneusement attachés sur la nuque, son visage est légèrement maquillé, suffisamment pour refléter la solennité tout en restant accessible. Aujourd'hui, elle ne portait pas sa tenue de bureau habituelle, mais un haut des bleus clairs brodé de fleurs de lotus englouties, symbole de renaissance dans les difficultés. Cette terre initialement désolée est devenue un endroit bienveillant. Le bâtiment principal du centre a un toit de tuiles et des murs en briques, conservant l'apparence d'origine de l'école, mais a été proprement rénové. À l'intérieur se trouvent des bureaux et des chaises d'étudiants flambant neufs, des tableaux noirs, des projecteurs et une petite bibliothèque contenant des livres anciens et nouveaux donnés par les jeunes de la ville. La cour de l'école était remplie de monde, des gens du quartier, des vieux, des jeunes, des grands, des petits, tout le monde était présent. Ils ont apporté des fleurs sauvages, des fruits de jardins familiaux, des gâteaux aux crevettes emballées eux-mêmes et des pots de tofu parfumés. Le tout est soigneusement disposé sur une table en bambou comme lieu d'offre d'encens aux ancêtres. Il n'est pas nécessaire de faire semblant d'être poli, c'est d'une sincérité déchirante. Madame René, qui critiquait autrefois Élise sans regret, portait aujourd'hui un joli ensemble 3 pièces, debout dans un coin, essuyant secrètement ses larmes avec le bas de sa chemise. Lorsqu'Élise s'approche et lui propose un morceau de gâteau, elle lui serre la main, qui aurait pensé à cette fille autrefois. Élise sourit, lui mit un morceau de gâteau dans la main, étant donné que Madame lui est de ma ville natale, je suis toujours Élise, la fille qui ramassait les chutes et les bouteilles au marché. La cérémonie a commencé par une douce chanson de U résonnant dans les haut-parleurs accrochés au porche. Un groupe d'étudiants s'est réuni et a lu des lettres de remerciement. Une petite fille de CE2, les cheveux tressés des 2 côtés, s'avance pour tenir le micro, moi aussi, je veux grandir pour aider les gens comme Madame Élise. Merci de nous avoir offert une nouvelle classe. Avant, chaque fois qu'il pleuvait, toute la classe devait prendre son cahier et courir.
Le bruit des applaudissements a résonné bruyamment, brisant apparemment des années de mépris. Au moment de parler, Élise est montée sur le podium en bois fabriqué à partir d'un vieux tronc d'arbre dans la cour de l'école. Elle n'a apporté aucun papier, sa voix était chaude et claire. Avant, je n'avais pas de bonnes pantoufles pour aller à l'école. On me regardait avec pitié, voire mépris. Mais je n'en veux à personne, car je sais que les gens ne voient souvent que la pauvreté, pas tout le cœur de la personne. Elle s'est arrêtée et a regardé vers le bas, où maman était assise à côté de sa sœur Léa. Aujourd'hui, je redonne un peu de chaleur à la vie. Non pas parce que je vais bien, mais parce que j'ai reçu une fois une opportunité d'un inconnu, qui croit que la gentillesse n'exige aucune condition. Elle s'inclina devant Monsieur Laurent. Les premiers applaudissements ont été suivis par des applaudissements bruyants de tout le stade, mais ce qui a fait pleurer Élise, ce ne sont pas ces applaudissements mais les yeux radieux de maman. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se redressa, sans avoir besoin de s'appuyer sur qui que ce soit. Pendant que les gens se rassemblaient pour prendre des photos souvenirs, Élise a sorti son téléphone, ouvert son courriel et signé pour confirmer le projet de son ami de construire 3 autres écoles dans des régions éloignées. Personne ne le savait, la nuit dernière, elle est restée éveillée toute la nuit à remplir des documents, à falsifier chaque détail financier pour s'assurer que chaque centime était utilisé au bon endroit. La mère d'Élise a doucement touché la main de Monsieur Laurent, sa voix s'étouffait, « Merci, mon oncle. » Mais tout le mérite lui revient, elle n'a jamais abandonné. Monsieur Laurent il sourit juste légèrement, ses yeux ne pouvaient cacher la fierté. Cette fille m'a sauvé la vie, mais plus important encore, elle a sauvé sa propre vie et celle de beaucoup d'autres grâce à sa gentillesse. Dans un coin de la cour, une petite pancarte a été accrochée, écrite à la main par des étudiants et des enseignants locaux avec des feutres. Ici vivait autrefois une fille dont on se moquait, maintenant elle est revenue pour donner de l'espoir. À l'intérieur du grand hall de la ville, des chaises en plastique ont été soigneusement disposées dès le début. Sur scène, une simple toile de fond indique, la personne qui inspire une vie bienveillante ouvre la voie vers l'avenir. Au premier rang se trouvent des étudiants portant des uniformes propres, des cheveux bien écartés et des yeux avides. Certains parents étaient assis à côté d'eux, tenant fermement les mains de leurs enfants comme s'ils avaient peur qu'ils fondent en larmes. Assis au bout de la rangée se trouvait Monsieur Laurent, observé tranquillement. Ses cheveux sont plus argentés, ses yeux sont moins froids, sa posture assise est calme mais stable. Pendant longtemps, il ne se tenait plus devant la foule en tant que sponsor ou conférencier. Il recula, laissant la place à un jeune qui le sauva par sa gentillesse, sans avoir besoin de son identité. Lorsque l'animateur a lu le nom de Nguyen Élise, les applaudissements ont retenti comme des vagues. Pas fort mais assez pour faire vibrer doucement le cœur de quelqu'un. Élise est montée sur scène, vêtue d'un haut des blanc avec une scène d'Élise brodée sur la poitrine. Elle baissa la tête, tenait le micro à 2 mains et parlait lentement, « Merci à tous de m'avoir donné l'opportunité de me tenir ici. » Non pas pour raconter une histoire particulière mais l'histoire d'une personne ordinaire qui a été aidée et ne l'a jamais oubliée. Elle a parlé de cette journée, d'un après-midi ensoleillé qui lui a brûlé le visage, d'un homme accidenté qui gisait inconscient dans la voiture et d'une pauvre fille de la campagne qui ne pensait à rien, sachant seulement que sauver les gens était la bonne chose à faire. Personne ne sait qui elle est et elle n'a besoin que personne le sache. Les applaudissements retentirent à nouveau, cette fois plus fort. Certains étudiants ont essuyé leurs larmes avec leurs mains, Élise a regardé les sièges en contrebas. Il sourit à nouveau et hocha légèrement la tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus le regard d'un mécène, mais la reconnaissance d'une personne qui se tenait autrefois au sommet, mais qui se retrouve aujourd'hui éclipsée par la gentillesse. Élise a terminé son discours par une déclaration simple, « Je ne suis pas riche, mais je sais aider les gens. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent, il suffit d'avoir du cœur. Et aider les gens n'est pas un événement qui se raconte éternellement, c'est une façon de vivre chaque jour. » Cette nuit-là, la petite cuisine de l'appartement où vivaient maman et ses enfants est devenue plus confortable que d'habitude. Maman cuisinait une soupe de courges aux crevettes séchées, tandis que Léa se démenait pour mettre la table, bavardant sur les compliments de sa présidente de classe par son professeur. « J'ai lu le discours de ta sœur. Je l'ai apporté en classe pour que tu le vois.
Tu as pleuré. Léa sourit. Élise coupait le fruit du dragon et s'arrêta pour regarder maman. Maman était bien assise sur la chaise en bout de table, la lumière jaune brillait sur ses joues fines, mais son sourire était aussi plein que si elle n'avait jamais traversé des mois de paralysie. Je pense que ça valait la peine de vivre jusqu'à maintenant. Maman espérait que son enfant serait en sécurité et ne serait intimidé par personne. Maintenant, je vis si brillamment. Élise restait silencieuse, tenant la main de maman. Les mains qui tremblaient et devenaient violettes peuvent désormais ramasser des légumes, frotter le dos de Léa et tenir sa fille dans ses bras. Tout cela est un miracle, non pas de l'argent mais de la foi qui ne s'en va jamais. Le dîner s'est terminé par de grands rires. Mère a raconté l'histoire d'Élise jouant avec l'eau de l'étang lorsqu'elle était enfant. Léa éclata de rire jusqu'à s'étouffer. Élise a également souri et s'est levée, a versé un autre verre d'eau et a commodément allumé la télé. Les informations de fin de journée diffusent une photo du centre communautaire qu'elle a fondé. Un enfant était assis au coin de la table, tenant un crayon, le visage sale mais les yeux brillants. L'animateur lit lentement, le centre a accueilli 27 enfants, dont beaucoup ont abandonné l'école à cause de la pauvreté. Chaque enfant dispose d'un coin privé, d'un siège fixe et d'un interlocuteur s'il ne comprend pas la leçon. Élise sourit. Elle éteignit la télé, retourna dans sa chambre et sortit un vieux cahier de son tiroir. Le carnet l'accompagne depuis les premiers jours de la lutte. La première page contient encore clairement les mots « rêve de faire des choses gentilles pour les autres ». Elle a écrit quelques lignes supplémentaires ci-dessous, façonnant chaque mot comme si chaque mot était trempé de sueur et de larmes. Si une personne n'a pas traversé la pauvreté, comment peut-elle comprendre qui est coincé au milieu de celle-ci? Pas une noble philosophie, pas un slogan à imprimer sur une banderole, juste la vérité qui couvait autrefois dans le cœur d'une jeune fille qui a vécu de nombreuses années dans le mépris, la tristesse et l'épreuve. Désormais, Élise non seulement vit, mais elle vit avec sens. Elle n'a pas oublié qui elle était, n'a pas oublié qui l'a aidée et n'a pas oublié que si elle n'avait pas arrêté la voiture ce jour-là, n'avait pas ouvert son portefeuille, n'avait pas fait confiance aux instincts d'une personne qui sait vivre avec bonté, alors rien dans cette vie n'aurait commencé. Elle ferma le cahier, souffla doucement sur la page, puis posa le cahier sur l'étagère. Dehors, le vent souffle par la fenêtre, la ville s'illumine. Quelque part, peut-être qu'un enfant vient de recevoir un nouveau livre, un manteau chaud ou simplement un mot doux, tu mérites de bonnes choses. Élise sachant que la lumière qu'elle a reçue autrefois s'est maintenant propagée à d'autres chemins. C'est petit, mais suffisant pour que quelqu'un puisse voir la voie à suivre. Je raconte cette histoire non pas pour féliciter qui que ce soit, mais pour nous rappeler une chose, dans cette vie, une seule personne s'arrêtant pour aider à temps peut créer un miracle. Que vous viviez dans un petit village ou dans une grande ville, que vous soyez riche ou que vous ayez du mal à gagner votre vie, gardez un peu de bienveillance pour vous, car personne ne sait que la bienveillance sera le pont qui nous mènera à une vie qui vaut la peine d'être vécue. Aider les autres n'est pas pour qu'ils soient reconnaissants, mais pour que nous n'oublions pas d'être humains. Si cette histoire vous fait réfléchir, laissez le commentaire numéro 1. De quelle province regardez-vous cette vidéo? Je veux vraiment savoir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Élise? Veuillez partager votre histoire ci-dessous et si vous aimez les histoires quotidiennes mais inspirantes comme celle-ci, veuillez vous abonner à la chaîne afin que nous puissions nous revoir lors de nos prochains voyages. Merci d'avoir écouté. À bientôt.